J'ai entendu mon fils dire « Le vieux ne va même pas s'en rendre compte, exactement comme avec Pépé. » Il parlait de moi, de son propre père, comme si j'étais une affaire qu'il devait conclure. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne. Chaque jour, une nouvelle histoire qui pourrait être la vôtre. Dites-moi d'où vous regardez. Je m'appelle Gilberte Morel, j'ai 68 ans, et jusqu'à il y a une semaine, je croyais avoir élevé le meilleur fils du monde. J'ai travaillé 40 ans dans une usine métallurgique pour lui donner tout ce dont il avait besoin. Je suis devenu veuf quand il avait 20 ans, et je l'ai élevé seul. Je pensais que Sébastien était ma fierté, mon héritage, la preuve que j'avais fait quelque chose de bien dans cette vie. Mais tout cela s'est effondré dans un ascenseur en moins de 5 minutes, quand j'ai découvert que mon fils unique me voyait comme sa prochaine victime. Voici l'histoire de comment l'amour d'un père est devenu ma plus grande faiblesse. C'était un mardi ordinaire, quand mon monde s'est écroulé. Je montais dans l'ascenseur de l'immeuble où habite mon fils Sébastien, portant un plat de gratin dauphinois que j'avais préparé pour lui et pour ma petite fille Chloé. Les portes se sont fermées et j'ai appuyé sur le bouton du 12e étage, comme je l'avais fait des centaines de fois ces dernières années. Sauf que cette fois, j'allais entendre quelque chose qui allait me détruire pour toujours, quelque chose qui allait me faire comprendre que le fils que j'ai élevé avec tant d'amour n'existait plus. L'ascenseur s'est arrêté au 8e étage. Les portes se sont ouvertes et 2 hommes sont entrés en parlant à voix basse. L'un d'eux portait une mallette noire et une pile de documents sous le bras. L'autre, c'était mon fils, mon Sébastien, ma propre chair et mon sang, le garçon que j'ai élevé seul après que Monique est morte d'un cancer il y a 15 ans. Je l'ai vu et mon cœur s'est rempli de joie, comme toujours. J'allais le saluer, mais quelque chose dans son attitude m'a fait m'arrêter. J'ai toutes les informations que vous m'avez demandées. Mon fils parlait à l'homme à la mallette. Sa voix était froide, calculatrice, une voix que je ne reconnaissais pas. Les documents de la maison, les informations du compte bancaire, tout ce que vous avez demandé. L'inconnu a hoché la tête en examinant les papiers. Parfait, Sébastien. Comme vous l'avez fait avec votre grand-père avant qu'il parte, vous êtes très efficace dans ces questions familiales. Les mots m'ont frappé comme de la glace dans les veines. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'ils allaient l'entendre. Je me suis recroquevillé contre la paroi de l'ascenseur, essayant de devenir invisible. L'homme à la mallette a continué à parler. Avec la procuration que vous avez déjà, nous pouvons commencer à transférer les biens la semaine prochaine. Le vieux ne va même pas s'en rendre compte. Le vieux. Il parlait de moi. Mon propre fils m'appelait le vieux devant un étranger qui planifiait. Qu'est-ce qu'il planifiait exactement? Oui, c'est du gâteau, comme avec mon grand-père. Sébastien a répondu avec un rire qui m'a glacé le sang. Les vieux, ils font trop confiance. Mon père a signé tout ce que j'ai mis devant lui, sans même lire. Maintenant, il suffit d'attendre le bon moment pour la prochaine étape. Quelle prochaine étape? De quoi parlait mon fils? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec mon père avant qu'il meure? Les questions s'accumulaient dans ma tête, tandis que je sentais le monde s'effondrer sous mes pieds. L'ascenseur est arrivé au 10e étage. L'homme à la mallette est descendu après avoir serré la main de Sébastien. On se voit jeudi pour régler les détails. Et ne vous inquiétez pas, votre père ne découvrira jamais rien. Quand il s'en rendra compte, il sera déjà trop tard. Les portes se sont refermées, et nous sommes restés seuls, mon fils et moi, le fils qui avait trahi son grand-père, le fils qui maintenant me trahissait, le fils que j'ai aimé plus que ma propre vie. Sébastien a appuyé sur le bouton du 12e étage et est resté là, debout, regardant les numéros monter. J'étais à moins d'1 mètre de lui, mais pour lui, j'étais invisible. Son propre père était invisible. Je suis resté là à observer son profil, cherchant dans ses traits un vestige du garçon affectueux que je consolais quand sa mère partait, cherchant le jeune homme qui pleurait dans mes bras quand on n'avait pas d'argent pour acheter les fournitures scolaires, mais je n'ai rien trouvé. Les portes se sont ouvertes au 12e étage. Sébastien est sorti tranquillement, comme si rien ne s'était passé, comme s'il ne venait pas de briser le cœur de son père. Je suis resté dans l'ascenseur avec le gratin dauphinois que j'avais préparé pour lui, encore dans mes mains tremblantes. Le gratin que j'avais préparé avec tant d'amour, en pensant à son sourire quand il le verrait. Maintenant, il semblait lourd comme une pierre. Tout semblait lourd comme une pierre.
J'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. J'avais besoin de sortir de là. J'avais besoin d'air, j'avais besoin de réfléchir. Pendant les secondes infinies que l'ascenseur a mis pour descendre, mon esprit a commencé à traiter ce que j'avais entendu. Une procuration? Quand est-ce que j'ai signé une procuration? Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec mon père? Mon père qui est mort il y a 3 ans, entouré de sa famille. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Maintenant, je ne savais plus quoi croire. Je suis sorti de l'immeuble en marchant comme un zombie. Les gens passaient devant moi normalement, vivant leur vie normale, sans savoir que je venais de découvrir que mon fils unique était en train de me vendre, qu'il me voyait comme une opportunité d'affaires, qu'il avait fait la même chose avec mon père. Je me suis assis sur un banc de la place devant l'immeuble et je suis resté là à fixer le gratin dauphinois qui refroidissait déjà. À ce moment-là, j'ai compris que ma vie telle que je la connaissais était terminée, que l'homme que j'aimais le plus au monde me tendait un piège. Et le pire de tout, c'est que j'ai commencé à me souvenir de choses, de petites choses qui maintenant prenaient sens. Des conversations étranges, des questions sur la paperasse, son insistance à m'aider avec les affaires bancaires, sa présence constante pendant les derniers jours de mon père. Tout a commencé à s'assembler comme un puzzle macabre. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là avec l'âme en morceaux. Ma maison. La maison où j'ai élevé Sébastien après que Monique nous a quittés. La maison où nous avons été heureux, où il a fait ses premiers pas, où il a pleuré ses premières déceptions amoureuses. Maintenant je la regardais, et je me demandais si mon fils ne voyait qu'une propriété qui serait bientôt à lui, si chaque recoin qui était un souvenir pour moi n'était que des mètres carrés avec une valeur marchande pour lui. Je me suis assis dans la cuisine, sur la même chaise où Sébastien et moi prenions le petit déjeuner tous les matins quand il était enfant. C'est là que je lui racontais des histoires pendant qu'il buvait son chocolat chaud qu'il adorait. C'est là que je l'aidais avec ses devoirs, patient, fier de chaque petite réussite. C'est là que nous avons pleuré ensemble, le jour où sa mère n'a plus pu se lever du lit. Dans cette cuisine, j'ai construit ma relation avec mon fils. Et maintenant, je me demandais si quelque chose de tout cela avait été réel pour lui. Après la mort de Monique, Sébastien avait à peine 20 ans. Il étudiait la gestion et travaillait à mi-temps dans un bureau. Je faisais des heures supplémentaires à l'usine pour payer ses études et maintenir la maison. Je me levais à 5 heures du matin et je rentrais à 21 heures, épuisé mais heureux de lui donner un avenir meilleur. Les week-ends, je les lui consacrais entièrement. Il était mon compagnon, ma raison de vivre. « Papa, ne t'inquiète pas pour moi. » Il disait quand il me voyait fatigué du travail. « Je vais finir mes études et après je vais m'occuper de toi. Je te le promets. » Comment quelqu'un peut-il mentir si naturellement? Ou peut-être qu'il ressentait vraiment cela à l'époque. Quand est-ce que ça a changé? Quand ai-je cessé d'être son père pour devenir sa victime? Je suis resté là dans la cuisine à essayer de me souvenir du moment exact où j'ai perdu mon fils. Pendant toutes ces années, j'étais si fier de lui. Sébastien a obtenu son diplôme avec mention. Il a trouvé un bon emploi dans une agence immobilière. Il a épousé Audrey. Ils ont eu ma petite fille Chloé. Il semblait avoir tout sous contrôle. Je me sentais accompli. Je pensais avoir bien rempli mon rôle de père. Mon fils est un homme qui a réussi. Je disais à qui voulait l'entendre, plein de fierté. Maintenant, je réalisais que peut-être sa réussite incluait profiter de sa propre famille. J'ai commencé à me souvenir des dernières années avec d'autres yeux, les fois où Sébastien insistait pour m'accompagner à la banque. « Papa, laisse-moi t'aider avec ça, c'est compliqué. » Son inquiétude parce que je gardais trop d'argent liquide à la maison. Son insistance pour que je lui donne un double des clés au cas où il m'arriverait quelque chose. Son intérêt soudain à connaître tous mes mouvements financiers. Tout ce que j'ai interprété comme de l'amour filial semblait maintenant une stratégie calculée, et la façon dont il me parlait quand nous étions seuls par rapport à quand nous étions avec d'autres personnes. Avec les autres, Sébastien était le fils modèle. Mon père m'a appris tout ce que je sais. Je ne sais pas ce que je ferais sans mon vieux. Mais quand nous étions seuls, il y avait quelque chose de distant dans son regard, comme s'il m'évaluait, comme s'il attendait quelque chose. Maintenant, je comprenais ce qu'il attendait, que je devienne assez vulnérable pour qu'il puisse me contrôler complètement.
Le pire était de me souvenir de toutes les fois où je lui ai dit « Tout ce que j'ai est à toi, fiston ». Je le disais avec amour, pensant à ce jour lointain où je ne serais plus là et où il hériterait naturellement de ce que j'avais construit avec tant d'efforts. Je n'ai jamais pensé qu'il prendrait ces mots comme une invitation à accélérer le processus. Je n'ai jamais pensé que ma générosité deviendrait ma faiblesse. Je n'ai jamais pensé qu'aimer un fils à ce point pouvait être si dangereux. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dîner. Je suis resté dans le salon à regarder les photos de famille accrochées au mur. Sébastien bébé dans les bras de Monique, Sébastien au baptême, Sébastien diplômé du lycée, Sébastien à son mariage. Sur toutes les photos, il semblait sincèrement heureux avec moi. Quand est-il devenu un si bon acteur? Ou étais-je un père si naïf que je n'ai jamais vu les signes de ce qui se passait vraiment dans son cœur? À 23 heures, mon téléphone a sonné. C'était Sébastien. « Papa, comment vas-tu? Tu avais l'air un peu bizarre cet après-midi quand tu es venu avec le gratin. » Sa voix semblait inquiète, affectueuse, la même voix que j'ai entendue dans l'ascenseur parler de moi comme du vieux. « Je vais bien, fiston. » J'ai menti. Juste un peu fatigué. « Mon papa, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que je suis là pour toi. » J'ai raccroché et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis l'enterrement de Monique. Ce fut la première nuit en 68 ans de vie où je me suis senti complètement seul au monde, complètement trahi, complètement idiot. J'avais consacré ma vie entière à élever un monstre qui maintenant me voyait comme sa prochaine victime. Et le pire de tout, c'est qu'une partie de moi l'aimait encore. Une partie de moi espérait encore qu'il y avait une explication, qu'il y avait un malentendu. Mais au fond, je savais qu'il n'y en avait pas. Au fond, je savais que mon fils était perdu pour toujours. Le lendemain, je me suis réveillé avec une clarté terrible. C'était comme si j'avais été aveugle pendant des années et que soudain je pouvais tout voir avec une netteté douloureuse. Je me suis levé tôt et j'ai commencé à repasser mentalement chaque conversation, chaque visite, chaque service que Sébastien m'avait rendu ces derniers mois. Et là, il y avait tous les signes, tous ces maudits signes, que j'ai ignorés parce que je faisais aveuglément confiance à mon fils, parce que je n'ai jamais pensé qu'un père avait besoin de se protéger de sa propre chair et de son sang. Je me suis souvenu de l'insistance de Sébastien pour que je change de banque. « Papa, cette nouvelle banque va te donner de meilleurs avantages. Je t'aide avec toute la paperasse. » Il m'a accompagné personnellement, m'a présenté au conseiller comme si j'étais un client important. J'ai signé tout ce qu'il a mis devant moi sans lire, lui faisant confiance. Maintenant, je me demandais ce que j'avais signé d'autre sans m'en rendre compte, ce que j'avais autorisé d'autre au nom de l'amour filial et de l'efficacité bancaire. Je me suis souvenu aussi de son insistance pour installer des caméras de surveillance dans la maison. « Papa, c'est pour ta protection. Tu vis seul et le quartier devient dangereux. » Les caméras qui étaient censées me surveiller, mais maintenant, je réalisais que Sébastien avait accès aux images depuis son téléphone. Il pouvait voir quand je sortais, quand je rentrais, qui me rendait visite. Ce n'était pas de la protection, c'était de la surveillance. Mon propre fils me surveillait comme un criminel, attendant le moment parfait pour exécuter son plan. Et les questions, mon Dieu, les questions constantes sur ma santé. « Comment tu te sens, papa? Tu n'es pas trop stressé? Tu as pensé à faire un bilan de santé complet ?» Au début, j'étais touché par son inquiétude. Je pensais que c'était un fils attentionné, responsable. Maintenant, je comprenais qu'il évaluait ma condition physique et mentale. Il attendait des signes de faiblesse, de vulnérabilité. Il attendait que je devienne le petit vieux sans défense dont il avait besoin pour justifier ce qu'il planifiait. La semaine dernière, il était venu avec un ami qui était avocat. « Papa, voici Maître Lefebvre. Il est spécialiste en droit de la famille et il a dit qu'il pourrait t'aider avec quelques questions juridiques. » Le type avait posé des questions très précises sur mon testament, sur si j'avais une procuration, sur ma capacité à prendre des décisions importantes à mon âge. J'ai répondu à tout, fier de montrer que j'avais l'esprit clair. Maintenant, je réalisais que ce n'était pas une consultation amicale, c'était une évaluation. Et Audrey, ma belle-fille, elle avait été bizarre avec moi ces derniers mois. Avant, elle me saluait avec affection,
restait pour discuter après le déjeuner du dimanche. Maintenant, elle me parlait à peine. Elle semblait mal à l'aise quand j'étais là. Je pensais qu'elle avait peut-être des problèmes avec Sébastien et ne voulait pas m'impliquer, mais maintenant je me demandais si elle savait ce que son mari planifiait, si elle était complice ou si elle était aussi manipulée, ou pire encore, si c'était son idée depuis le début. Ma petite fille Chloé aussi avait changé avec moi. La fillette qui courait me serrer dans ses bras dès qu'elle me voyait semblait maintenant conditionnée. « Pépé, ça va? Papa dit que tu te fais trop de soucis pour des choses qui ne comptent pas. » Quel genre de choses Sébastien mettait-il dans la tête d'une enfant de 8 ans? Est-ce qu'il la préparait psychologiquement pour quand je ne serais plus là, ou quand je serais malade et aurais besoin de soins spéciaux? L'innocence de ma petite fille utilisée comme une arme contre moi. Les consultations médicales aussi prenaient sens maintenant. Sébastien avait insisté pour m'accompagner à tous mes examens de routine. « C'est important que je sois informé de ta santé, papa, au cas où il t'arriverait quelque chose. » Il restait dans la salle d'examen pendant toute la consultation, posait des questions au médecin sur mon état mental, sur les médicaments, sur les traitements. Je pensais que c'était un fils inquiet. Maintenant, je voyais qu'il collectait des informations médicales qu'il pouvait utiliser contre moi, cherchant un diagnostic qui justifierait de me faire déclarer incapable. Je me suis même souvenu d'une conversation étrange il y a 2 mois. Nous dînions chez lui et Sébastien m'a demandé de but en blanc. « Papa, tu me fais confiance, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, fiston, » ai-je répondu sans hésiter. « Tu as confiance que je ferai toujours ce qu'il y a de mieux pour toi ?»« Bien sûr que j'ai confiance. » Maintenant, je comprenais que ce n'était pas une question émotionnelle. C'était une vérification pratique. Il vérifiait si j'étais encore assez naïf pour remettre ma vie entre ses mains sans poser de questions. Et les documents. Il y a 3 semaines, il m'avait demandé de lui donner des copies de tous mes papiers importants. C'est par sécurité, papa. S'il arrive quelque chose à la maison ou s'il y a un problème, je pourrai t'aider plus vite si j'ai toute la documentation. J'ai tout donné. Acte de propriété, titre, relevé bancaire, police d'assurance, tout. Je lui ai donné en souriant, fier d'avoir un fils si responsable et prévoyant. Maintenant, je savais que je lui avais donné les armes pour me détruire. Ce matin-là, assis dans ma cuisine avec une tasse de café froid dans les mains, j'ai réalisé que j'avais été le père le plus idiot du monde, que mon amour inconditionnel pour Sébastien m'avait rendu aveugle, sourd et muet à tous les signaux d'alerte, que j'avais confondu manipulation et affection, contrôle et protection, trahison et responsabilité filiale. Et maintenant je devais affronter la réalité la plus douloureuse de ma vie. Mon fils unique me voyait comme sa prochaine victime et je lui avais facilité les choses de manière incroyable. Les jours suivants ont été les plus humiliants de ma vie. J'ai commencé à tout observer avec des yeux neufs et chaque détail confirmait que mon fils m'avait transformé en prisonnier de ma propre existence. J'ai réalisé que je ne prenais plus aucune décision importante sans le consulter d'abord. Non pas parce que je me sentais incapable, mais parce qu'il avait construit cette dépendance de manière si subtile que j'avais fini par croire que j'en avais besoin. C'était comme une toile d'araignée invisible qui me tenait complètement prisonnier. Le vendredi matin, j'ai décidé d'aller à la banque seul, sans prévenir Sébastien. Je voulais revoir mes comptes, comprendre ce qui s'était vraiment passé avec mes économies ces derniers mois. Mais quand je suis arrivé, l'employé m'a accueilli avec un sourire étrange. « Oh, Monsieur Morel, quelle surprise de vous voir ici. D'habitude, vous venez avec votre fils. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Depuis quand était-il devenu normal qu'un homme de 68 ans ait besoin de la compagnie de son fils pour aller à la banque? Je voudrais consulter mes relevés bancaires des 6 derniers mois. J'ai demandé à l'employé. Elle m'a regardé avec surprise. « Ça, votre fils ne vous les a pas remis. Il a accès à toutes ces informations depuis que vous avez donné l'autorisation. » Quelle autorisation? Je ne me souvenais pas d'avoir donné d'autorisation à Sébastien pour consulter mes relevés bancaires. Mais apparemment, je l'avais fait. Apparemment, j'avais signé quelque chose qui m'avait transformé en vieux surveillé par son propre fils sans m'en rendre compte. On m'a remis les relevés et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Des virements dont je ne me souvenais pas avoir autorisé. Des retraits à des dates qui coïncidaient exactement avec les visites de Sébastien chez moi,
des prélèvements automatiques pour des services que je n'avais pas contractés. Mon compte était devenu un livre ouvert pour mon fils, et il le gérait avec plus de liberté que moi-même. Je me suis senti comme un handicapé mental qui avait besoin d'une supervision constante. L'humiliation était totale. Cet après-midi-là, quand Sébastien est passé pour sa visite hebdomadaire surprise, j'ai décidé de lui demander directement à propos des mouvements bancaires. « Ah oui, papa, ce sont des paiements que j'ai autorisés pour te simplifier la vie. L'assurance de la voiture, l'entretien de la maison, quelques placements qui vont être bons pour toi. » Il parlait avec cette patience condescendante qu'on utilise avec les petits-enfants ou les vieux séniles, comme si j'étais trop simple pour comprendre les finances de ma propre vie. Mais je ne me souviens pas d'avoir autorisé ces placements, ai-je dit en essayant de garder mon calme. Sébastien m'a regardé avec ce sourire que je reconnaissais maintenant comme manipulateur. « Papa, tu m'as dit de m'occuper d'optimiser tes économies. Tu ne te souviens pas ?» Son ton était gentil, mais il y avait quelque chose de menaçant dans son regard, comme s'il me disait que si je ne me souvenais pas des choses, peut-être que je perdais vraiment la tête, peut-être que j'avais vraiment besoin de lui pour gérer ma vie. Si vous écoutez mon histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Parfois, savoir qu'il y a des gens dans le monde qui m'écoutent me donne la force de continuer. Cette nuit-là, après le départ de Sébastien, je suis resté éveillé à examiner des papiers dans mon bureau. J'ai trouvé des documents que je ne me souvenais pas d'avoir signés, des autorisations que j'avais apparemment données, des procurations que j'avais supposément accordées. Ma signature était partout, mais je me sentais comme un fantôme dans ma propre vie, comme si quelqu'un avait pris des décisions en utilisant mon nom et mon identité sans que je m'en rende compte. Le sentiment de n'avoir le contrôle sur rien était suffocant. Le lendemain, j'ai décidé d'appeler mon médecin de confiance, le docteur Garnier, qui me connaît depuis plus de 20 ans. « Docteur, je voudrais vous poser une question sur ma dernière consultation. Vous pensez que j'ai un problème de mémoire ou de capacité mentale ?» Il y a eu un silence de l'autre côté de la ligne. « Gilberte, votre fils m'a appelé la semaine dernière pour me demander exactement la même chose. Je lui ai dit que vous êtes parfaitement lucide pour votre âge. Pourquoi me posez-vous cette question ?» Mon cœur s'est emballé. Sébastien avait consulté au sujet de ma santé mentale dans mon dos. « Et qu'est-ce que mon fils vous a demandé d'autre, docteur ? Il voulait savoir si je pensais que vous aviez la capacité de prendre des décisions financières importantes, si je croyais que vous aviez besoin d'une forme de supervision familiale. Je lui ai dit que non, que vous êtes complètement autonome. Mais Gilbert, j'ai trouvé étrange qu'il pose ces questions. Il se passe quelque chose que je devrais savoir ?» J'ai raccroché sans répondre. Mon fils était en train de constituer un dossier sur ma supposée incapacité mentale, utilisant même mon médecin de confiance comme source d'information. Cet après-midi-là, j'ai réalisé une chose terrible. Je n'étais plus maître de ma propre vie. Je ne pouvais pas aller à la banque sans que ça paraisse étrange. Je ne pouvais pas prendre de décisions financières sans l'aide de Sébastien. Je ne pouvais même pas tomber malade sans qu'il le sache avant moi. Il avait construit une cage si parfaite autour de moi que j'avais commencé à croire que j'en avais besoin. J'étais devenu un vieux sans défense sous les soins du fils responsable. Et le pire de tout, c'est que tout le monde voyait cela comme normal et aimant. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai verrouillé ma maison de l'intérieur, j'ai mis la chaîne de sécurité et j'ai éteint le téléphone. J'avais besoin d'une nuit sans être surveillé, sans être pris en charge, sans être contrôlé. Une nuit où je pouvais me sentir maître de mon propre espace, même si ce n'était que pour quelques heures. Mais même ce petit acte de rébellion m'a fait culpabiliser, comme si j'étais un mauvais père pour vouloir de l'intimité dans ma propre maison. La manipulation avait été si parfaite que j'étais devenu mon propre geôlier. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. À 3 heures du matin, je me suis levé et je suis allé dans l'armoire où je gardais les affaires de mon père, qui est mort il y a exactement 3 ans. J'avais besoin de tout revoir concernant ces derniers mois de vie, parce que les mots que j'avais entendus dans l'ascenseur ne sortaient pas de ma tête, comme avec Pépé. Qu'est-ce que Sébastien avait fait exactement à mon père? J'ai pris la boîte où je gardais tous les documents et souvenirs du vieux, et j'ai commencé à examiner chaque papier avec des yeux neufs. Mon père, Marcel, avait été un homme robuste jusqu'à 85 ans. Il avait travaillé toute sa vie à la SNCF comme cheminot. Il était indépendant,
têtu, fier. Il vivait seul dans sa petite maison à Villeurbanne et refusait catégoriquement de venir habiter avec nous. « Je mourrai dans ma propre maison », disait-il toujours. Mais dans les 6 derniers mois de sa vie, quelque chose a changé. Il a commencé à beaucoup dépendre de Sébastien. Mon fils était devenu son préféré, celui qui l'emmenait chez le médecin, qui faisait ses courses, qui s'occupait de lui mieux que personne. J'ai trouvé les relevés bancaires de mon père de cette dernière année. Des mouvements étranges, des virements qui ne correspondaient pas à son style de vie simple, des retraits importants à des dates qui coïncidaient avec les visites de la famille, et surtout une procuration générale qu'il avait signée en faveur de Sébastien seulement 2 mois avant de mourir. « C'est pour simplifier la paperasse, Pépé », lui avait dit mon fils. « S'il vous arrive quelque chose, je pourrai aider la famille sans complications administratives. » Mon père avait signé, faisant confiance au petit-fils responsable. Je me suis souvenu des derniers jours de mon père à l'hôpital. Il avait eu une pneumonie qui s'est compliquée rapidement. Sébastien était constamment là, parlant avec les médecins, prenant des décisions sur les traitements. « Laisse-moi m'occuper de ça, papa. » Il me disait quand je voulais parler directement au médecin. « Tu dois travailler. J'ai plus de temps pour rester ici. » J'étais reconnaissant de son dévouement. Je pensais que c'était un petit-fils aimant, qui voulait alléger mon fardeau émotionnel. Maintenant, je me demandais s'il n'y avait pas autre chose. Mon père est mort un mardi matin. Sébastien a été le premier à arriver à l'hôpital, le premier à parler au médecin, le premier à s'occuper de tous les arrangements pour les funérailles. « Ne vous inquiétez de rien », nous a-t-il dit à moi et à mes sœurs. « Je m'occupe de tout. » Pépé m'a donné des instructions très claires sur ce qu'il voulait. Quelles instructions? Mon père n'avait jamais été du genre à donner des instructions à qui que ce soit. C'était un homme qui improvisait tout, qui vivait au jour le jour sans trop planifier l'avenir. Après les funérailles, Sébastien s'est occupé de toute la paperasse de la succession. C'est très compliqué, papa. Il y a beaucoup de papiers à déposer, beaucoup d'organismes à contacter. Je vais m'occuper de tout ça pour que tu n'aies pas à subir ce stress. Qu'à moi et mes sœurs l'avons remercié pour son efficacité. C'était le petit-fils modèle, celui qui se sacrifiait pour la famille. Mais maintenant, je réalisais que peut-être ce n'était pas du sacrifice. Peut-être que c'était un contrôle absolu sur le processus de distribution des biens de mon père. La maison de mon père a été vendue très rapidement après sa mort. Un acheteur très intéressé s'est présenté, nous a informé Sébastien. C'est une très bonne offre. Je pense qu'on ne devrait pas refuser. La maison a été vendue à un prix qui semblait juste et l'argent a été distribué entre les héritiers comme le voulait la loi. Mais maintenant, je me demandais si elle avait vraiment été vendue au prix qu'on nous avait dit, si l'acheteur était vraiment un inconnu, si la hâte de vendre n'avait pas d'autre motif que nous ignorions. Et les derniers mois de vie de mon père prenaient aussi un autre sens maintenant. Je me souvenais que Sébastien avait commencé à faire des commentaires sur la fragilité de Pépé, sur sa confusion mentale, sur le besoin de le surveiller de plus près. Pépé est très désorienté, papa. Hier, il ne savait pas quel jour on était. Il oublie de prendre ses médicaments. Il perd la notion du temps. Des commentaires que j'ai interprétés comme une inquiétude légitime, mais qui maintenant sonnaient comme une campagne systématique pour établir l'incapacité mentale de mon père. J'ai trouvé un dossier avec des documents médicaux que je ne me souvenais pas avoir vus avant. Des rapports de consultation psychiatrique qui, d'après les dates, avaient eu lieu pendant les dernières semaines de vie de mon père. Quand est-ce que mon père a consulté un psychiatre? Pourquoi personne ne m'en a parlé? Les rapports parlaient de déclin cognitif léger, de désorientation temporelle, de besoin de supervision familiale. Tous signés par un médecin que je ne connaissais pas, mais dont le nom me semblait familier. N'était-ce pas le même maître Lefebvre que Sébastien m'avait présenté comme ami? Cette nuit-là, assis par terre dans ma chambre, entouré de papiers et de souvenirs, j'ai compris que mon père avait été la première victime de Sébastien, que mon fils avait perfectionné sa méthode avec son grand-père avant de l'appliquer sur moi, qu'il avait appris exactement comment manipuler une personne âgée, comment l'isoler, comment créer la perception d'incapacité mentale, comment graduellement prendre le contrôle de ses décisions et de ses biens. Mon père est mort en croyant que son petit-fils l'aimait, et peut-être l'aimait-il vraiment à sa façon tordue, mais pas plus que l'argent.
J'ai appelé ma sœur Marthe à 6 heures du matin. Tu savais que papa avait consulté un psychiatre avant de mourir? Il y a eu un long silence de l'autre côté. Non, Gilberte. D'où tu sors ça? J'ai trouvé des rapports médicaux. Et autre chose, Marthe. Tu as vérifié personnellement à combien la maison de papa a été vendue? Un autre silence. Non. Sébastien s'est occupé de tout ça. Pourquoi tu me poses cette question? J'ai raccroché sans rien expliquer. Je n'étais pas encore prêt à détruire l'image que ma famille avait de Sébastien, mais je savais que tôt ou tard, j'allais devoir le faire. Le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Espionner mon propre fils. Je me suis levé tôt et je suis allé me garer devant son immeuble, prêt à le suivre toute la journée s'il le fallait. J'avais besoin de comprendre l'ampleur de ce qui se passait, j'avais besoin de preuves concrètes avant de le confronter. À 8h30 du matin, je l'ai vu sortir, mais pas en direction du travail. Il est allé dans le centre, dans un quartier que je connaissais bien, parce que c'était là que se trouvaient tous les cabinets d'avocats et de notaires. Je l'ai suivi à pied, en gardant mes distances, me sentant ridicule mais déterminé à aller au fond de cette histoire. Sébastien est entré dans un vieil immeuble rue de la République. Dans le répertoire du hall, j'ai vu plusieurs cabinets d'avocats. Mais l'un d'eux a attiré mon attention. Lefebvre et Associés, droit des successions et de la famille. Le même nom de famille que l'ami qu'il m'avait présenté chez moi. Je suis monté par les escaliers jusqu'au 5e étage et j'ai attendu dans le couloir, caché derrière une colonne, comme un voleur dans ma propre vie. Au bout d'1 heure, Sébastien est sorti accompagné de l'homme à la mallette que j'avais vu dans l'ascenseur. Je les ai entendus discuter en attendant l'ascenseur. « Tout est prêt pour la semaine prochaine », disait l'homme. Avec l'évaluation psychiatrique que nous avons obtenue et la documentation que nous avons déjà, il sera très facile de prouver l'incapacité. « Et s'il résiste ?» a demandé Sébastien. « Il ne peut pas résister. Juridiquement, il sera sans défense, exactement comme votre grand-père. » Ces mots ont confirmé mes pires soupçons. Je suis rapidement descendu par les escaliers et je me suis caché dans un café de l'autre côté de la rue. 10 minutes plus tard, j'ai vu Sébastien sortir de l'immeuble, mais cette fois il n'était pas seul. Il était accompagné d'une femme élégante portant un épais dossier. Je les ai suivis à distance jusqu'à une étude notariale. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Qu'est-ce qu'il faisait avec l'acte de propriété de ma maison? Quel document enregistrait-il en mon nom sans que je le sache? Je suis resté à attendre dehors jusqu'à ce qu'il sorte. La femme a remis des papiers à Sébastien et ils se sont dit au revoir avec une poignée de main très cordiale. « Nous aurons tout prêt dans 1 semaine », l'ai-je entendu dire. Après leur départ, je suis entré dans l'étude notariale et j'ai fait semblant d'avoir besoin d'informations sur des procédures générales. L'employé qui avait servi Sébastien était là. « Excusez-moi », ai-je demandé en essayant d'avoir l'air détendu. L'homme qui vient de sortir, il faisait une transaction immobilière. « Oui », a-t-elle répondu sans se douter de rien. Il lançait une procédure de transfert. Tout était très en ordre. Cet après-midi-là, je suis rentré chez moi anéanti. Ils n'étaient pas seulement en train de me voler, ils étaient en train de m'effacer de ma propre existence. Je suis allé directement à mon bureau où je gardais tous les documents importants et j'ai vérifié tiroir par tiroir. Il manquait des papiers. Il manquait mon testament original. Il manquait quelques actes de propriété. Des documents que je me souvenais d'avoir rangés là, il y a quelques mois, avaient disparu. Sébastien venait chez moi et emportait mes documents petit à petit, si graduellement que je ne m'en étais pas rendu compte. J'ai vérifié mon téléphone et j'ai trouvé des appels manqués de numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai décidé de rappeler l'un d'entre eux. « Allô ? Bonjour, c'est Gilbert Morel. J'ai vu que vous aviez appelé ce numéro. »« Ah oui, monsieur Morel. J'appelle du centre d'évaluation psychiatrique. Votre fils a pris rendez-vous pour vous mardi prochain. C'est un bilan de routine recommandé par votre médecin traitant. »« Quel bilan de routine ? Je n'avais demandé aucune évaluation psychiatrique. Mon médecin n'avait rien recommandé de tel. »« Excusez-moi, ai-je dit en essayant de garder mon calme, mais je n'ai autorisé aucune évaluation. Il doit y avoir une erreur. »« Non, monsieur,
Nous avons l'autorisation signée par vous et de plus, votre fils a une procuration pour prendre ses décisions médicales en votre nom. Une procuration pour prendre des décisions médicales. Quand est-ce que j'ai signé une chose pareille? Mon monde s'est de nouveau effondré. Sébastien n'avait pas seulement le contrôle de mes finances, il avait aussi le contrôle de ma santé mentale. Il pouvait me faire interner, me faire médicamenter, me faire déclarer incapable sans que je puisse rien faire pour l'en empêcher. Cette nuit-là, j'ai rappelé mon médecin. « Docteur Garnier, vous avez recommandé que je consulte un psychiatre ?»« Non, Gilberte, pourquoi ?»« Parce que quelqu'un du centre d'évaluation psychiatrique dit que vous avez recommandé une évaluation. » Il y a eu un long silence. « Gilberte, je ne connais aucun centre d'évaluation psychiatrique. Et je n'ai certainement pas recommandé d'évaluation. Mais maintenant que vous m'en parlez, votre fils m'a rappelé hier pour me questionner à nouveau sur votre état mental. Il m'a demandé d'envoyer un rapport écrit sur votre capacité cognitive. » J'ai raccroché les mains tremblantes. Il n'y avait plus de doute. Sébastien orchestrait une opération complète pour me faire déclarer mentalement incapable. Il avait des avocats, il avait de faux psychiatres, il avait accès à mes documents, il avait pouvoir sur mes décisions médicales. Dans une semaine, il réussirait à me faire interner quelque part où personne ne pourrait m'entendre, où mes cris que mon propre fils me roulait sonneraient comme les délires d'un vieux dément. C'était le piège parfait. Cette nuit-là, je n'ai même pas fait semblant d'aller dormir. Je suis resté assis dans la cuisine, regardant les photos de famille, me demandant à quel moment j'avais créé un monstre, à quel moment mon amour inconditionnel était devenu l'outil que mon fils allait utiliser pour me détruire. Et le pire de tout, j'ai réalisé qu'il était peut-être déjà trop tard pour l'arrêter, que peut-être dans une semaine je serais interné quelque part, déclaré incapable, pendant que Sébastien vendrait ma maison et prendrait tout ce pour quoi j'avais travaillé toute ma vie, exactement comme il l'avait fait avec mon père. Le lundi matin, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'allais confronter Sébastien directement, mais pas en tant que père, en tant que détective. Je devais lui faire croire que je ne savais rien, que j'étais toujours le même vieux naïf. J'avais besoin qu'il soit confiant, qu'il me dise la vérité, pensant que j'étais trop bête pour comprendre. Je l'ai appelé tôt. « Fiston, tu peux venir chez moi cet après-midi? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Sa voix a semblé alerte, presque nerveuse. « Tout va bien, papa? »« Oui, oui. J'ai juste besoin de ton conseil sur des choses. » Sébastien est arrivé à 17h avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il a apporté un sachet de croissants de la boulangerie que j'aimais, comme il le faisait toujours quand il voulait m'attendrir. « Qu'est-ce qu'il y a, papa? » Tu semblais préoccupé au téléphone. Je me suis assis face à lui à la table de la cuisine, la même où il prenait le petit déjeuner avec moi tous les jours quand il était enfant. « Sébastien, j'ai beaucoup réfléchi dernièrement. Je pense que tu as raison dans tout ce que tu me dis. Je pense que je suis trop vieux pour m'occuper de mes affaires tout seul. » J'ai vu un éclat étrange dans ses yeux quand j'ai dit ces mots, comme un prédateur voyant sa proie s'approcher volontairement du piège. « Ne dis pas ça, papa. Tu vas parfaitement bien. C'est juste que parfois les choses deviennent compliquées et c'est normal de demander de l'aide. » Sa performance était parfaite. L'inquiétude feinte, la modestie stratégique, le refus calculé. « Non, fiston, tu as raison. Hier, j'ai oublié de payer la facture d'électricité et j'ai réalisé que je ne peux plus gérer ces responsabilités. Je veux que tu prennes tout en charge. » Sébastien s'est penché en avant, essayant de cacher son enthousiasme. « Papa, si tu sens vraiment que tu as besoin d'aide, je suis là pour ce qu'il faut. On pourrait organiser les choses pour que tu sois plus tranquille. »« Tiens, qu'est-ce que je dois signer ?» ai-je demandé en feignant une totale innocence. « Il y a quelques papiers qui pourraient simplifier les choses, » a-t-il répondu d'une voix douce, comme s'il me faisait une grande faveur. « Des documents qui me donneraient l'autorisation de t'aider avec les questions administratives quand tu n'y arrives pas. » « Et si je tombe malade ?» ai-je poursuivi avec ma mise en scène. « Tu pourrais prendre des décisions pour moi ?» Les yeux de Sébastien ont brillé comme ceux d'un enfant le matin de Noël. « Bien sûr, papa, je ferai toujours ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu n'aurais jamais à t'inquiéter de rien. » C'était incroyable, comme il pouvait mentir si naturellement, comme il pouvait transformer la trahison en un service qu'il me rendait.
Il y a un endroit très bien où tu pourrais être confortablement installé si tu as besoin de soins particuliers, a-t-il ajouté. Un endroit où on s'occupera de toi comme tu le mérites. Pendant un moment, en voyant son visage heureux, j'ai ressenti un espoir désespéré. Peut-être que j'interprétais tout mal. Peut-être qu'il se souciait vraiment de moi et voulait juste aider. Peut-être que l'amour que je lui avais donné pendant tant d'années signifiait vraiment quelque chose pour lui. « Sébastien, ai-je dit d'une voix brisée, tu m'aimes, n'est-ce pas, fiston ?» Il s'est levé de sa chaise et m'a pris dans ses bras. Une étreinte qui sentait l'eau de Cologne qu'il portait depuis l'adolescence, qui me rappelait tous les câlins que nous avions partagés. « Bien sûr que je t'aime, papa. Tu es la chose la plus importante que j'ai dans ma vie. » Pendant ces secondes, blotti contre la poitrine de mon fils, je suis redevenu le père fier que j'avais été pendant tant d'années. J'ai recommencé à croire que tout avait été un terrible malentendu, que ma paranoïa m'avait fait voir des choses qui n'existaient pas, que mon Sébastien était encore le bon garçon que j'avais élevé avec tant d'amour. Je me suis écarté de lui, les larmes aux yeux. « Pardonne-moi, fiston. Ces derniers temps, je suis très confus. Parfois, je pense à des choses bizarres. C'est normal, papa. C'est pour ça qu'il est important que tu me laisses t'aider. » Mais alors Sébastien a commis une toute petite erreur qui m'a ramené à la réalité comme un seau d'eau froide. Pendant qu'il ramassait les croissants qu'il avait apportés, son téléphone a sonné. Il a répondu sans vérifier qui c'était. « Allô ? Ah, bonjour, maître. Oui, je suis avec lui en ce moment. C'est parfait, très coopératif. Il va tout signer sans problème. » Non, il ne se doute de rien. Il ne s'est rendu compte de ce qu'il avait dit que quand il a vu ma tête, l'expression d'horreur dans mes yeux, la compréhension totale de ce que je venais d'entendre. « Papa, a-t-il commencé à dire, mais c'était déjà trop tard. Le masque était complètement tombé. « De quoi je ne dois pas me douter, Sébastien ?» ai-je demandé avec un calme que je ne ressentais pas. « Qu'est-ce que je vais signer sans problème ?» Il est resté là planté, le téléphone encore à la main, cherchant une explication qui pourrait le sauver, mais il n'y en avait pas. Il venait de confirmer que tout ce que j'avais découvert était réel, que chaque câlin, chaque « je t'aime », chaque démonstration de préoccupation filiale faisait partie d'une mise en scène calculée. C'était le médecin qui allait faire ton bilan de routine. Il a finalement bégayé. Je lui disais que tu étais d'accord pour la consultation. Mais sa voix sonnait creux, désespérée. Il savait que j'avais déjà tout compris. « Et qu'est-ce que je vais signer sans problème, Sébastien ?» ai-je demandé à nouveau. « Quels documents vont me faire interner dans ton endroit confortable où on va s'occuper de moi comme je le mérite ?» Le visage de Sébastien était devenu pâle. Il ne pouvait plus faire semblant. Il ne pouvait plus être le fils aimant. La farce était terminée. Il s'est rassis sur la chaise, mais cette fois sans le sourire, sans la mise en scène, sans la fausse tendresse. Son visage avait une expression que je n'avais jamais vue, un mélange de mépris et de pitié. « Papa, tu ne comprends pas. C'est compliqué. » Sa voix était maintenant froide, pratique, la même voix que j'avais entendue dans l'ascenseur avec l'homme à la mallette. « Ce que je fais, c'est pour ton bien. Tu ne peux plus t'occuper de ces choses tout seul. C'est mieux que quelqu'un de responsable prenne le relais avant que tu fasses une bêtise. » Le voilà, la vérité. La vérité était enfin sortie. J'étais un fardeau qui devait être géré par quelqu'un de responsable. Et ce quelqu'un, bien sûr, c'était lui. Je me suis levé de ma chaise très lentement, sentant chaque muscle de mon corps trembler de rage et de douleur. « Alors je suis un fardeau qui fait des bêtises », ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. « Alors j'ai besoin de mon fils responsable pour s'occuper de moi. » Sébastien n'a plus essayé de nier quoi que ce soit. Il est juste resté assis là, avec cette expression froide que je reconnaissais maintenant comme le vrai visage de mon fils. « Papa, ne sois pas dramatique. C'est une situation pratique. Tu as une maison qui vaut beaucoup d'argent, des économies que tu ne sais pas gérer. C'est mieux que tout ça soit entre de bonnes mains. » « Entre de bonnes mains comme les tiennes ?» ai-je demandé. « Comme celles qui ont géré l'argent de Pépé avant qu'il meure ?» J'ai vu quelque chose qui ressemblait à de la peur passer sur son visage, mais ça n'a duré qu'une seconde. « Pépé était malade, papa. Il ne savait pas ce qu'il faisait. J'essayais juste d'aider la famille. » Aider en vendant sa maison à la minute où il est mort.
Aider en obtenant des procurations qu'il ne comprenait pas ce qu'il signait. Sébastien s'est levé, ne cachant plus son irritation. « Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je le laisse jeter tout son argent par les fenêtres pour des bêtises? Que je le laisse mourir sans rien laisser d'utile à la famille? » « Utile pour qui, Sébastien? Pour la famille ou pour toi ?» Maintenant, son visage est devenu rouge de colère. « Pour tout le monde. Je me suis tué à m'occuper de Pépé quand vous étiez tous au travail. C'est moi qui me suis sacrifié, qui me suis occupé de tout le bazar. C'était juste que je reçoive quelque chose pour tout ce que j'ai fait. Le voilà, la vérité nue et crue. Il n'y avait pas d'amour filial. Il y avait un investissement de temps en attente de retour financier. Il y avait un calcul froid déguisé en sacrifice familial. Il y avait un petit-fils qui voyait son grand-père comme une source de revenus qui devait être gérée efficacement. « Et maintenant c'est moi le prochain, c'est ça ?» ai-je demandé avec un calme qui m'a surpris. « Tu as tout planifié. Le faux psychiatre, l'internement, la vente de ma maison. » Sébastien est resté silencieux quelques secondes, comme s'il évaluait si ça valait la peine de continuer à mentir. Finalement, il a soupiré et m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage, un mélange de mépris et de pitié. « Papa, tu as déjà accompli ton cycle, tu as travaillé toute ta vie, tu as élevé ton fils, tu as fait ce que tu avais à faire. Maintenant, c'est le moment de te détendre et de laisser les autres s'occuper des choses importantes. » S'en détendre dans un hôpital psychiatrique, tu veux dire? Dans un endroit où tu seras confortable et soigné, sans les soucis d'entretenir une maison, de gérer de l'argent, de prendre des décisions compliquées. Il parlait comme s'il me faisait une immense faveur, comme si me priver de ma liberté, de ma dignité et de mes biens était un acte de générosité de sa part. Et pendant que je me détends dans cet endroit confortable, qu'est-ce que tu vas faire de ma maison et de mon argent? Je vais faire ce que tu n'as jamais su faire, a-t-il répondu froidement. Je vais bien investir. Je vais faire fructifier. Je vais assurer un bon avenir à ma famille. Ta famille? Ai-je crié, perdant finalement mon sang-froid. Et moi, je ne suis pas ta famille? Tu es mon père. Il a répondu comme s'il expliquait quelque chose à un enfant particulièrement lent. Mais ma famille, c'est Audrey et Chloé. Elles sont ma responsabilité maintenant, et je dois m'assurer qu'elles aient tout ce dont elles ont besoin. Même si ça signifie voler ton père, ce n'est pas du vol, papa, c'est de l'héritage intelligent. Au lieu d'attendre que tu meures et de tout perdre en impôts et en procédures, je m'assure que tout reste dans la famille de manière efficace. Je suis resté là, debout, regardant cet homme qui était sorti de mon sang, qui avait grandi dans ma maison, qui avait mangé à ma table pendant 20 ans, et je ne le reconnaissais pas. C'était un étranger froid et calculateur qui parlait d'efficacité et d'héritage intelligent, tout en planifiant de me faire interner dans un hôpital psychiatrique pour voler tout ce que j'avais. « Et si je refuse ?» ai-je demandé. « Si je ne signe pas tes papiers, si je ne me laisse pas interner, si je crie partout que mon fils me roule. » Sébastien a souri pour la première fois de toute la conversation. Un sourire qui m'a glacé le sang. « Papa, qui va te croire? Tu as déjà signé des documents qui me donnent pouvoir sur tes décisions médicales. Il y a déjà des rapports psychiatriques qui parlent de ta détérioration mentale. J'ai déjà des témoignages de gens qui disent que tu es confus, que tu oublies des choses, que tu as besoin de supervision. » Il s'est approché et a posé sa main sur mon épaule, comme il le faisait quand il était petit et qu'il voulait me convaincre de quelque chose. « Si tu commences à crier que ton fils te vole, ça ne fera que confirmer que tu es paranoïaque, que tu as des délires, que tu as vraiment besoin d'être interné. » C'est le piège parfait, n'est-ce pas? Ai-je dit en m'écartant de sa main. Si je reste tranquille, tu m'internes et tu prends tout. Si je résiste, je prouve que je suis fou et tu m'internes quand même. Ce n'est pas un piège, papa. C'est une solution. Sa froideur était absolue. Il parlait comme un homme d'affaires expliquant une restructuration d'entreprise. Sans émotion, sans culpabilité, sans reconnaître qu'il était en train de détruire la personne qu'il avait le plus aimée au monde. Tu seras soigné, je pourrai assurer un bon avenir à ma famille, et personne ne sera blessé inutilement. Personne ne sera blessé, ai-je demandé avec un rire amer.
Tu as idée de combien ça fait mal de découvrir que ton fils unique te voit comme un obstacle? Tu as idée de combien ça fait mal de découvrir que tout l'amour que tu as donné à quelqu'un pendant 35 ans n'a rien signifié pour elle? Sébastien a soupiré avec impatience. Papa, ne sois pas sentimental. Ce n'est pas une question d'amour ou de manque d'amour. C'est une question d'être pratique, de prendre des décisions intelligentes pour le bien de la famille. Ah, pour le bien de quelle famille, Sébastien? Ça inclut ton père ou ça m'exclut? Il est resté silencieux un moment, me regardant comme s'il considérait s'il devait répondre honnêtement ou continuer avec les justifications. Finalement, il a choisi l'honnêteté brutale. Ça inclut moi, ma femme et ma fille. Tu as déjà eu ton tour, papa. Maintenant, c'est le mien. Ces mots sont tombés sur moi, comme le coup final. Mon fils venait de me dire que je n'appartenais plus à sa famille, que j'avais été éliminé, effacé, jeté comme quelque chose qui ne sert plus, que 35 ans d'amour inconditionnel s'étaient évaporés au moment où il avait décidé que mon argent était plus utile que mon affection. Je suis resté silencieux pendant quelques secondes qui ont semblé éternelles. Sébastien s'est installé sur sa chaise, clairement soulagé que toute la vérité soit enfin sortie. Il pensait avoir déjà gagné, que j'étais le vieux vaincu qui allait accepter son sort sans plus résister. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant tous ces jours de terribles découvertes, j'avais aussi fait mes propres manœuvres. Moi aussi, j'avais joué aux échecs, et j'étais sur le point de faire échec et mat à mon propre fils. « Tu as raison sur une chose, Sébastien », ai-je dit avec un calme qui l'a déconcerté. « Il est vraiment temps de prendre des décisions intelligentes. » Je suis allé à mon bureau et j'ai pris un dossier que je gardais depuis 3 jours. Un dossier avec des documents dont il ignorait l'existence. Avant que tu me déclares incapable et que tu m'internes dans ton endroit confortable, il y a des choses que tu dois savoir. J'ai ouvert le dossier sur la table devant lui. D'abord, j'ai sorti une série de photographies. Des photos de lui entrant et sortant du cabinet de Maître Lefebvre. Des photos de lui chez le notaire. Des photos de lui avec la femme élégante portant ma documentation. Tu sais ce que c'est, fiston? Le visage de Sébastien a complètement changé. L'assurance arrogante s'est transformée en confusion, puis en inquiétude. Tu me suivais? Bien sûr que je te suivais, ai-je répondu. Après avoir entendu ta conversation dans l'ascenseur, j'ai décidé qu'il était temps que le vieux apprenne à être un peu plus malin que tu ne le pensais. J'ai sorti d'autres papiers du dossier. J'ai aussi des enregistrements de tes appels téléphoniques. Tu sais comme c'est facile d'enregistrer des appels avec les téléphones d'aujourd'hui. C'est ta fille Chloé qui me l'a appris. Ironique, non? La couleur a complètement quitté son visage. Quels enregistrements? Ceux que tu as eus avec Maître Lefebvre planifiant mon internement. Ceux que tu as eus avec la femme du notaire, expliquant comment transférer ma propriété. Et le meilleur de tous, celui que tu as eu avec ton complice hier soir, où vous parlez de comment vous comptez vous partager l'argent de la vente de ma maison entre vous deux. Sébastien était devenu muet pour la première fois de toute la conversation. C'était lui qui était en position de faiblesse, lui qui ne savait pas quoi dire, lui qui avait été complètement démasqué. Mais le meilleur restait à venir. Mais tout ça n'est rien comparé à ceci, ai-je dit en sortant un document qui l'a rendu complètement livide. Tu sais quel acte c'est, Sébastien? C'était l'acte de propriété de ma maison, mais pas l'original qu'il manipulait dans mon dos. C'est le nouvel acte de ma maison, celui que j'ai signé avant-hier, transférant la propriété au nom de la Fondation Dignité et Autonomie. Sa mâchoire s'est décrochée. Tu as fait quoi? J'ai donné ma maison à une fondation caritative, ai-je expliqué avec un sourire que je n'avais pas eu depuis des années. Il se trouve que quand un propriétaire donne volontairement sa propriété à une institution d'utilité publique, toutes les procurations antérieures sont automatiquement annulées. Ta procuration ne vaut plus rien, fiston. Tu ne peux pas vendre ce qui ne m'appartient plus. Sébastien s'est levé comme s'il avait reçu un choc électrique. Tu ne peux pas faire ça. Cette maison vaut une fortune, c'était mon héritage. Ton héritage? Ai-je demandé ironiquement. Je croyais que tu avais dit que c'était un héritage intelligent que tu allais gérer pendant que j'étais interné. J'ai sorti un autre document du dossier. Ah, et tu vas adorer ça aussi. C'est le certificat de clôture de tous mes comptes à la banque où tu m'avais emmené. Il se trouve que j'ai transféré tout l'argent sur un nouveau compte dans une autre banque, une banque où tu n'as ni accès ni autorisation.
Les mains de Sébastien tremblaient maintenant. J'ai aussi annulé toutes les autorisations que tu m'as fait signer sans que je m'en rende compte. L'assurance de la voiture, les placements mystérieux, les prélèvements automatiques que je n'avais jamais autorisés, tout est annulé. Et la plus belle partie de tout, ai-je poursuivi en savourant chaque seconde de son visage horrifié, c'est que j'ai fait tout cela en parfaite lucidité, accompagné de mon médecin de confiance et d'un notaire qui peuvent attester de ma parfaite capacité mentale. J'ai des documents signés par 3 professionnels différents, confirmant que je suis en pleine possession de mes moyens pour prendre toutes ces décisions. Sébastien s'est pris la tête dans les mains. Non, ce n'est pas possible. Tu ne sais pas faire ces choses. Tu as besoin de moi pour t'aider avec les procédures. Ah, fiston, ai-je dit avec une fausse compassion que j'avais copiée de son propre manuel de manipulation. Tu croyais vraiment que ton père était un vieux inutile, n'est-ce pas? Tu pensais que tu pouvais me manipuler comme une marionnette parce que je te faisais confiance. Je me suis approché de lui et j'ai mis ma main sur son épaule, exactement comme il l'avait fait avec moi quelques minutes plus tôt. J'ai une nouvelle pour toi. Ton père a travaillé 40 ans dans l'administration d'entreprise avant de prendre sa retraite. Ton père sait lire des contrats, sait gérer des procédures, sait repérer les escrocs. Le problème, c'est que je n'ai jamais pensé que j'aurais à me protéger de mon propre fils. Sébastien a levé la tête et m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue, un mélange de haine pure et de désespoir absolu. « Tu m'as ruiné », a-t-il dit d'une voix qui semblait venir d'une gorge blessée. J'avais tout planifié, tout calculé. Ça allait être parfait. Oui, ai-je confirmé. Ça allait être parfait, exactement comme avec ton grand-père. Mais il se trouve que cette fois la victime a découvert avant qu'il soit trop tard. Elle est restée assise là, fixant les documents éparpillés sur la table, comme s'ils étaient des serpents venimeux. Son plan parfait s'était complètement effondré. « Et maintenant » m'a-t-il demandé d'une petite voix vaincue. C'était la première fois de tout l'après-midi qu'il avait l'air du garçon qu'il avait été un jour. « Maintenant » ai-je dit en rangeant tous les documents dans le dossier. « Maintenant tu sors de ma maison et tu ne reviens plus jamais. Maintenant tu découvres comment expliquer à ta femme et à ta fille pourquoi Pépé ne va plus les voir. Maintenant, tu vis avec les conséquences d'avoir choisi l'argent au lieu de ta famille. » Je me suis dirigé vers la porte pour l'ouvrir. « Et maintenant, j'apprends à vivre sans le fils que je pensais avoir mais qui n'a jamais vraiment existé. » Sébastien est resté assis encore quelques minutes, comme s'il n'arrivait pas à traiter ce qui venait de se passer. Je l'ai vu passer par toutes les phases, le déni, la colère, le désespoir. Finalement, il s'est levé, a rassemblé ses affaires et s'est dirigé vers la porte sans dire un mot. Quand il est arrivé sur le seuil, il s'est retourné une dernière fois. « Papa », a-t-il dit d'une voix qui voulait ressembler au garçon d'avant. Il n'y a vraiment aucun moyen d'arranger ça? J'ai regardé dans ses yeux, cherchant un vestige de remords sincère, un signe qu'il comprenait vraiment la dimension de ce qu'il avait fait, mais je n'ai rien vu. J'ai juste vu un escroc qui avait perdu sa victime et voulait négocier une seconde chance. « Sébastien, » ai-je répondu avec une tristesse infinie, « tu ne veux rien arranger. Tu veux que je te pardonne pour pouvoir réessayer plus tard, quand je baisserai la garde. Mais je ne suis plus le même homme qu'il y a une semaine. Je ne suis plus le père naïf qui faisait aveuglément confiance à son fils. Cet homme est mort dans l'ascenseur quand je t'ai entendu parler de moi, comme si j'étais une transaction commerciale. J'ai fermé la porte doucement, sans la claquer. Claquer la porte, c'est pour le drame. Ceci était quelque chose de beaucoup plus profond et douloureux qu'un drame. Cette nuit-là, je me suis assis dans ma cuisine pour la première fois depuis des années, en me sentant complètement libre. Libre des visites surprises de Sébastien, libre de ses questions sur ma santé mentale, libre de ses services qui en fait étaient des moyens de me contrôler, libre de devoir remercier quelqu'un qui me volait. C'était une liberté amère, une liberté qui m'avait coûté de perdre mon fils unique, mais c'était la liberté. Enfin, pour la première fois depuis des mois, je pouvais prendre mes propres décisions sans sentir que quelqu'un m'évaluait, me jugeait, me manipulait. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai recommencé à gérer mes propres finances. J'ai recommencé à m'occuper de mes propres démarches. J'ai recommencé à me sentir maître de mon existence.
La fondation à laquelle j'ai donné ma maison me permet de continuer à y habiter jusqu'à ce que je décide du contraire. Et j'ai négocié de garder une partie de mes économies pour vivre confortablement. Ce n'était pas la fortune que Sébastien voulait hériter, mais c'était suffisant pour qu'un homme de 68 ans vive dans la dignité jusqu'à la fin de ses jours. La partie la plus difficile a été d'expliquer la situation à ma petite fille Chloé. Audrey a essayé de l'utiliser comme intermédiaire, l'envoyant chez moi avec des messages comme quoi papa regrette et la famille doit rester unie. Mais j'avais déjà appris à reconnaître la manipulation sous toutes ses formes. J'ai expliqué à Chloé, avec des mots qu'une enfant de 8 ans pouvait comprendre, que parfois les adultes prennent des décisions qui blessent d'autres personnes, et que quand ça arrive, il y a des conséquences. Que je l'aimerais toujours, mais que je ne pouvais plus fréquenter son père parce qu'il avait fait des choses très mal. Les premiers mois ont été les plus durs. Non pas parce que Sébastien me manquait exactement, mais parce que le fils que je pensais avoir me manquait. L'illusion d'avoir une famille qui m'aimait me manquait. Le sentiment de construire un héritage pour quelqu'un qui allait le valoriser me manquait. Mais avec le temps, j'ai commencé à comprendre que j'avais vécu un mensonge pendant des années, que le Sébastien que j'aimais était une construction de mon propre besoin de croire que j'avais élevé un homme bien. La réalité était que j'avais élevé un manipulateur très habile. 6 mois après la confrontation, Sébastien a fait une dernière tentative. Il s'est présenté chez moi un après-midi, seul, sans Audrey ni Chloé. Il avait maigri, avait des cernes, semblait sincèrement détruit. « Papa » a-t-il dit, « j'ai réalisé que j'ai tout fait de travers. J'ai perdu la tête à cause de l'argent. Mais tu me manques. Notre relation me manque. » Pendant une seconde, mon cœur de père a voulu le croire, a voulu ouvrir la porte et le serrer dans mes bras comme au bon vieux temps. Mais j'avais déjà appris la différence entre le remords sincère et la manipulation désespérée. « Tu sais ce qui me manque, Sébastien ?» lui ai-je demandé. « Le fils que je pensais avoir me manque. Mais ce fils n'a jamais existé. Ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas d'avoir perdu mon fils. C'était d'avoir découvert que je ne l'avais jamais vraiment eu, que pendant toutes ces années où je me sentais fier d'être son père, il me voyait comme un investissement à long terme. Et chaque câlin, chaque « je t'aime, papa », chaque moment que j'avais gardé comme preuve de notre amour familial, pour lui avait été des dépôts sur un compte émotionnel qu'il comptait retirer avec intérêt quand le moment serait venu. C'était comme découvrir que toute votre vie avait été une pièce de théâtre où vous étiez le seul à croire que c'était réel. Mais j'ai aussi découvert quelque chose de beau dans ce processus terrible. J'ai découvert que je peux vivre seul sans me sentir solitaire, que je peux prendre mes propres décisions sans avoir besoin de l'approbation de personne, que j'ai de vrais amis, des voisins qui se soucient de moi sans arrière-pensée, des gens qui m'apprécient pour ce que je suis et non pour ce que j'ai. Je me suis inscrit à des activités pour le 3e âge. J'ai commencé à faire du bénévolat dans la même fondation à laquelle j'ai donné ma maison. J'ai construit une nouvelle famille choisie, une famille basée sur l'affection sincère et non sur les obligations du sang. Aujourd'hui, presque 1 an après ce terrible jour dans l'ascenseur, je peux dire que je suis un homme libre et en paix. Libre de l'angoisse d'être manipulé, libre de la culpabilité de ne pas être assez généreux avec quelqu'un qui me volait, en paix avec la décision de couper une relation toxique, même si c'était avec mon propre fils. Parfois, les gens me demandent si avoir une famille ne me manque pas, et je leur dis que pour la première fois depuis des années, j'ai une vraie famille. Des gens qui m'aiment sans rien attendre en retour, des gens qui célèbrent mes réussites sans calculer comment ils peuvent en profiter, des gens qui prennent soin de moi parce qu'ils tiennent à moi et non parce que c'est pratique pour eux. S'il y a une chose que je veux que tous les parents qui m'écoutent comprennent, c'est ceci. L'amour inconditionnel pour ses enfants ne signifie pas accepter tout ce qu'ils font. Aimer un enfant ne signifie pas devenir sa victime. Et parfois la décision la plus aimante que vous puissiez prendre est de vous éloigner de quelqu'un qui vous fait du mal, même si c'est votre propre chair et votre sang. Parce que quand vous permettez à quelqu'un de vous maltraiter sans conséquence, vous ne faites pas que vous faire du mal. Vous enseignez aussi à cette personne qu'il est normal d'être cruel avec ceux qui vous aiment. Et ce n'est pas une leçon qu'un parent devrait enseigner à son enfant. Et vous,
Que feriez-vous si cela vous arrivait? Resteriez-vous silencieux pour garder la famille unie ou affronteriez-vous la vérité même si ça fait mal? Pensez-vous que l'amour familial a des limites ou qu'un parent doit tout supporter de ses enfants? Si cette histoire vous a touché le cœur, dites-le moi dans les commentaires. Parfois, partager notre douleur est le seul moyen de la guérir. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait vivre quelque chose de similaire, partagez cette histoire. Peut-être que ça aidera cette personne à réaliser qu'elle n'est pas seule et qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver sa dignité.